Ces immeubles, aux lignes nettes et hardies, nous sont familiers. Il y a 100 ans seulement, on ne savait pas les construire. Les matériaux qui les habillent ne contribuent en rien à leur solidité. Ils ne sont qu'un remplissage, nécessaire certes et élégant, mais là s'arrête leur fonction. C'est dans l'enchevêtrement des poteaux et des poutres, des voiles et des dalles qu'il faut rechercher le secret de leur conception. Cette possibilité d'élever des bâtiments à des hauteurs surprenantes, cette simplicité de forme, nous la devons aux matériaux du XXe siècle, le béton armé. Or, toutes les constructions en béton armé sont constituées d'une ossature, véritable squelette du bâtiment, comprenant deux éléments caractéristiques, les éléments verticaux ou poteaux, les éléments horizontaux ou poutres. Si l'on a pu réaliser cette ossature, c'est parce que l'on a su compenser les efforts que supporte le béton. Tout le problème est là, compenser les efforts. Encore faut-il connaître leur nature et l'endroit où ils se produisent. La poutre, parallélépipède long de béton, est l'exemple qui va nous permettre d'étudier une partie de ces phénomènes. Elle contient une armature en acier, conçue et disposée judicieusement pour s'opposer à ces efforts. Nous allons le prouver en faisant une série d'essais. Observons dans une première expérience les réactions d'une poutre en béton seule, sans armature. Plaçons-la, pour la commodité des choses, sous une presse hydraulique. Elle repose librement sur un appui à chaque extrémité, comme cela pourrait être dans la réalité. La charge que nous appliquons en son milieu est transmise par le vérin de la presse. Des manomètres affichent les charges. Une aiguille reliée au bas de la poutre en indique les déformations. Observons le déroulement du phénomène au fur et à mesure que la pression au milieu de la poutre augmente. La poutre s'est cassée. Mais comment ce phénomène s'est-il déroulé? Reprenons les choses au ralenti en séparant les phases. D'abord, la poutre subit une déformation de 0 à 200 kg. Déformation que l'on voit nettement sur le secteur. À 200 kg, une fissure apparaît sensiblement au milieu de la partie inférieure de la poutre. La fissure gagne progressivement la partie supérieure. Nous avons ralenti 4 fois la vitesse du phénomène. À 250 kg, rupture. Notons les résultats obtenus avec cette poutre sans armature. De 0 à 200 kg, déformation. À 200 kg, fissuration. À 250 kg,
rupture. Observons maintenant le phénomène avec une poutre à mi-hauteur de laquelle nous avons disposé un fer à béton longitudinal identique à celui-ci. À 200 kg, lors de notre première expérience, la fissure apparaissait déjà. Ici, la poutre supporte une déformation jusqu'à 700 kg. Une charge de 700 kg provoque la fissure. Et la rupture n'intervient qu'à 1100 kg. Notons également les résultats obtenus avec cette poutre dont l'armature est au milieu. De 0 à 700 kg, déformation. À 700 kg, fissuration. À 1100 kg, rupture. Observons enfin attentivement le phénomène avec une poutre dans le bas de laquelle nous avons disposé une armature renforcée identique à celle-ci. La poutre supporte la déformation jusqu'à 2000 kg. À 2000 kg, la fissure apparaît. À 2500 kg, il y a rupture. Notons les résultats obtenus avec cette poutre dont l'armature est en bas. De 0 à 2000 kg, déformation. À 2000 kg, fissuration. À 2500 kg, rupture. Il a donc fallu charger cette poutre 10 fois plus que la première. Ainsi, le fait d'avoir disposé les armatures à la partie inférieure améliore considérablement la résistance de l'ouvrage. Pourquoi? C'est parce qu'il se produit des efforts différents, et même opposés, à la partie inférieure et à la partie supérieure. Pour saisir la nature de ces efforts, nous avons découpé dans la poutre de petits volumes au-dessus et au-dessous. Ils sont libres dans leur logement, mais ils sont encastrés pour ne pas tomber. Si nous appliquons une charge au milieu de la poutre, nous constatons deux choses importantes. D'abord, au-dessous, les éléments tombent de leurs alvéoles. Pourquoi? Parce que la partie inférieure de la poutre a pris une certaine flèche et que les lèvres des alvéoles se sont écartées comme si elles étaient tirées vers les appuis. Il y a donc à la partie inférieure un effort de traction. Voyons ensuite ce qui se passe à la partie supérieure. Tout semble bien se présenter, mais nous constatons que les petits éléments ne peuvent plus se déplacer. Les lèvres de l'alvéole les compriment. Il y a donc à la partie supérieure de la poutre un effort de compression. Cet effort-là n'est pas dangereux pour le matériau. Par contre, il faut à tout prix compenser l'effort de traction, cause de la fissure et donc de la rupture. Une solution, ligaturer solidement la partie inférieure. Ce collier fera l'affaire. Nous constatons que sous la même charge, la poutre se comporte très bien. L'armature que nous avions placée tout à l'heure
en bas de la poutre en béton, joue exactement le même rôle que le collier. Elle compense l'effort de traction. Souvenons-nous de ces quelques notions. Une poutre en béton, dont chaque extrémité repose librement sur un appui et qui reçoit une charge en son milieu, fléchit et subit à sa partie supérieure un effort de compression et à sa partie inférieure un effort de traction, cause de fissure et finalement de cassure du béton. Pour absorber cet effort de traction, le béton travaillant bien à la compression, on place une armature en fer là où cet effort de traction se produit, c'est-à-dire en bas. Le plus souvent, un ferraillage de poutre comporte aussi des fers longitudinaux supérieurs qui ne servent qu'à sa construction et des armatures transversales appelées cadres ou étriers. Elles ont pour rôle de s'opposer à d'autres efforts. Ce sont ces efforts qui ont provoqué sur l'une de nos expériences une fissure inclinée. Leur étude fera l'objet d'un autre entretien.